Je vais passer la parole maintenant à Benjamin Soulet, qui est chef de projet développement de la connaissance territoriale à l'Eurométropole de Strasbourg, et à Virginie Poujol, qui est anthropologue et directrice du LERIS. Bonjour à tous. Merci de... Moi, je me suis proposé, quand j'ai appris que cette belle journée s'organisait, comme je suis au même étage que Clément du contrat de ville, je lui ai dit, tiens, est-ce que ce serait peut-être pas mal de faire un petit portrait de la jeunesse pour commencer un peu chiffré. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de la jeunesse, hein, je suis plutôt un spécialiste du traitement des données, donc je vais, pour nourrir vos réflexions dans les ateliers de l'après-midi, proposer quelques éléments de connaissance sur cette jeunesse strasbourgeoise. J'aurai pas tous les éléments d'interprétation, hein, encore une fois, donc c'est avec vous qu'on peut travailler à aller un petit peu plus loin. D'ailleurs, Clément a collé une petite fiche tout au fond là-bas sur le mur, au cas où des gens voudraient creuser tel ou tel aspect. N'hésitez pas à inscrire votre mail, votre nom, et puis peut-être un thème que vous aimeriez creuser ensemble. On pourra toujours aller plus loin que ce qui va vous être présenté aujourd'hui. Donc je me présente, Benjamin, pour la plupart me connaissent, et je vous présente Madame Pujol, avec qui on va parler à deux voix. Alors cette jeunesse, on se pose toujours la question, c'est quoi l'âge de cette jeunesse? Donc aujourd'hui on est parti plutôt en termes de données sur une population de 11 ans à 29 ans, en se disant qu'on attaque comme ça de la préadolescence aux jeunes adultes. Alors pour commencer, quelques chiffres. J'espère que vous verrez, sinon de toute façon le document vous sera transmis, hein, je vous le raconterai. Donc je suis censée mettre en discussion un peu ce qu'il dit, etc. Donc ça va pas être très facile, j'ai l'impression. Mais ça va bien se passer, j'en suis certaine. Mais peut-être, je pense que je vais lui laisser dérouler son fil, mais peut-être juste avant de lui laisser dérouler son fil, parce que ça sera difficile d'apporter quelques éclairages nationaux par rapport à ce qui va être dit, mais quand même, je ne peux pas laisser passer la question des tranches d'âge, parce que je pense que le fait d'avoir en tête ce que ça veut dire de dire on va parler des jeunes de 11 à 25 ans, c'est pas anodin. On dit ça parce que c'est les dispositifs qui construisent ces tranches d'âge-là. Et il ne faut pas se dire que l'accès à l'autonomie, ça se résume à 11-25 ans. 11-25 ans, c'est le collège, puis c'est le RSA, quoi. Donc c'est vraiment les dispositifs, l'organisation politico-administrative qui a produit ces catégories-là et qui nous enferme quelque part dans une manière de penser la jeunesse. Et la jeunesse ne se résume pas à ça, mais c'est un processus d'accès à l'autonomie. Et l'autonomie, pour des jeunes qui ont 15 ans, ils peuvent être complètement autonomes dans leur capacité de faire des choix par rapport à leur vie, dans leur manière d'organiser leur vie, et d'autres, à 30 ans, peuvent être vraiment en difficulté sur l'accès à l'autonomie. Voilà, c'était juste une petite précision importante à avoir en tête. C'est important, surtout qu'aujourd'hui, moi, il fallait trouver un petit angle d'attaque un peu pour présenter ce portrait-là, donc je l'ai un peu axé sur les questions de l'autonomie, justement, autonomie en termes d'emploi, de logement, regard des niveaux de formation en amont, voilà, donc c'est un peu le thème, l'autonomie de la présentation, donc ça tombe bien. Alors ces jeunes, ils représentent avec cette tranche d'âge, hein, ce découpage de 11 à 29 ans, on est à un peu plus de 90 000 habitants strasbourgeois, ce qui représente un tiers, un habitant sur trois, entre 11 et 29 ans. Alors on verra que selon les tranches d'âge et puis les lieux de résidence, le profil de la jeunesse n'est pas du tout le même. Mais déjà, rien qu'en termes de localisation géographique, ces 11-29 ans, ils n'habitent pas du tout au même endroit selon qu'ils soient dans la tranche... encore là, c'est des tranches un peu grossières, hein, mais selon ces trois tranches, on va voir qu'ils n'habitent pas du tout au même endroit. Si on prend les... Donc, ça, c'est les cartes qui présentent sur des petits quartiers de Strasbourg le nombre de jeunes, avec un cercle proportionnel au nombre de jeunes, et puis la couleur donne la part de cette tranche d'âge dans l'ensemble de la population. Les 11-17 ans, c'est avant tout les plus jeunes de notre tranche d'âge qui habitent, qui sont, en termes de couleur, davantage concentrés dans les quartiers d'habitat sociaux, hein, où on voit les ronds orange et rouge, mais ça c'est en termes de part relative, en termes de nombre brut, on voit que ces jeunes de 11-17 ans sont également très présents dans le quartier tribunal à la Robertsau, mais effectivement ils sont le plus concentrés dans des quartiers comme Neuf-Cité, l'Elzo, Haute-Pierre, Cité de Lille, ou Cronenbourg. Beaucoup moins représentés dans le quartier centre en termes de part, tout comme le Neudorf. Mais là, je vous apprends rien. Alors, si on prend les... je n'ose pas regarder, je ne me déconcentre pas.
J'ai déjà eu le droit au séminaire de la D2S, j'en garde un très bon souvenir, j'ai même pas peur. Alors les 18-24 ans, donc notre profil un peu qui vote écolo, qui habite au centre, on voit qu'ils sont vraiment au centre, hein, les étudiants. Alors c'est vrai que Strasbourg, on le verra, hein, Strasbourg, vous le savez, une ville très étudiante, donc on verra, il y a beaucoup de surreprésentation. Les 18-24 ans notamment sont très forts à Strasbourg. Ils viennent d'un peu partout sur un territoire environnant et sont parfois de passage, mais en tout cas voilà, c'est des habitants strasbourgeois. Comme les autres, et puis ils sont vraiment concentrés, alors notamment à l'Esplanade, dans des secteurs de la Cruteno, centre-ville, et encore une fois très sous-représentés en proportion et en nombre, hein, notamment dans les quartiers d'habitat sociaux. J'ai mis les petits contours noirs pour essayer de se repérer. Je sais que c'est pas facile de se repérer sur ce genre de carte. Alors j'ai positionné les quartiers politiques de la ville et la ligne de tramway pour essayer d'avoir quelques repères. Alors les 25-29 ans, la dernière tranche, on voit qu'il y a une petite différence. Ils sont quand même concentrés au centre, mais davantage aussi dans le quartier Gare, Tribunal, un peu plus sur le Neudorf. On en voit également aux Poteries, hein, ce quartier un peu plus récent. Donc ils sont aussi centraux, mais un petit peu plus dans les premiers faubourgs également. Oui. Il y a beaucoup de cohabitation, de colocation. De décohabitation. Ah, de décohabitation, oui, tout à fait. En termes de décohabitation, je me souviens d'un chiffre, en 1968, il y avait 3 personnes par logement à Strasbourg, aujourd'hui il y en a 2. Donc il y a vraiment un phénomène de baisse du nombre de personnes par ménage, et ça, je crois que ça atteint 1,4, 1,5 dans la grande île de Strasbourg, donc voilà, le nombre de personnes par logement baisse, et notamment lié au phénomène de décohabitation. Alors là j'ai mis un tableau, ce sera plus utile pour ceux qui ont besoin d'informations, c'est une donnée sur l'évolution de ce nombre de jeunes. On peut remonter avec le recensement jusqu'en 2006, donc de 2006 à 2015, sur la tranche d'âge 11-29 ans, il y a une baisse d'à peu près 1000 jeunes sur la ville de Strasbourg, mais ça varie fortement selon la tranche d'âge et selon le quartier. Si je prends quelques chiffres, là, en rouge ou en bleu, j'ai essayé de mettre les valeurs les plus extrêmes. Les 11-17 ans baissent dans certains quartiers qui sont notamment des quartiers d'habitat sociaux, hein, qui connaissent un vieillissement. Longtemps, c'était des quartiers, jeunesse. Il y aura des préoccupations liées au vieillissement déjà aujourd'hui et encore davantage demain. Haute-Pierre, hein, qui perd par exemple moins 350 habitants de 11 à 17 ans. Méno-Canardière également, moins 230 jeunes de 11 à 17 ans. Également des quartiers qui sont des quartiers vieillissants, déjà vieux, comme l'Orangerie, moins 300 aussi également. Par contre, là où ça gonfle davantage, en rouge, ça va être des secteurs comme les fronts de Neudorf, évidemment, en proportion c'est fort, mais ça augmente également dans les quartiers comme Neuf-Village. Il y a beaucoup de 11-17 ans qui progressent, hein, plus 200. Voilà, disons que des quartiers d'habitat sociaux, hein, je vois le Auberg aussi qui perd, le quartier Gare également. Alors ensuite, les 18-24 ans. Les 18-24 ans, c'est intéressant. Alors, ils continuent à progresser dans les quartiers où ils sont déjà très présents. Hein, sur les 10 dernières années, la Bourse Cruteno, hein, plus quasiment 400 jeunes de 18 à 24 ans. Le centre-ville, plus 500. Les fronts de Neudorf également. La Plaine des Bouchers aussi. Il y a de plus en plus de jeunes actifs qui vont s'installer dans des logements aussi à la Plaine des Bouchers. Neudorf-Est également. Quand je dis Neudorf-Est, on y est. Là, dans Neudorf-Est, c'est un peu tout l'Est à partir du tramway. Neudorf-Ouest également, un quartier. Ouais. Voilà. Et puis, pour les 25-29 ans, beaucoup dans les fronts de Neudorf, Montagne Verte. Je vais essayer de raconter une petite histoire en partant de ces jeunes. Ils commencent par quoi? Ils commencent par aller à l'école. Et dans ma présentation, je vais souvent présenter un peu QPV hors QPV, comme c'était un peu organisé par le contrat de ville, je me suis dit qu'il y avait du QPV quand même à mettre en évidence. Donc là, par exemple, un graphique qui, selon le genre, le sexe et selon la géographie prioritaire, montre l'évolution des taux de scolarisation selon l'âge. Qu'est-ce qu'on voit? Donc en vert, ça va être les femmes. En vert foncé, c'est quand c'est en QPV, et plus clair, hors QPV. On voit qu'il y a une forte dégringolade du taux de scolarisation pour les populations jeunes qui habitent en QPV. On voit que vraiment la courbe chute à partir de 18-19 ans. Si je prends l'exemple d'une femme de 24 ans qui habite en QPV, en moyenne,
elles ont à peu près 30% de taux de scolarisation, quand on est à 70% pour les jeunes femmes de 18-24 qui habitent hors QPV, enfin de 24 ans qui habitent hors QPV. Donc des écarts quand même de 40 points quasiment entre QPV, pas QPV pour le taux de scolarisation. Donc là déjà ça fait parler. Je regardais la courbe tout à l'heure, je me disais tiens la courbe des hommes en QPV chute un petit peu avant les femmes, c'est-à-dire que les hommes ont un taux de scolarisation qui chute un peu avant. Les filles sont meilleures, elles poursuivent un petit peu davantage que les hommes qui lâchent plus vite. Et j'ai noté 5,3%, hein, si on essaye d'approcher un peu ce décrochage scolaire, on peut l'estimer en regardant un peu la part des 15-17 ans qui ne sont pas scolarisés. Ben, c'est plus de 5% dans les QPV hein, de 15-17 ans qui sont plus à l'école. Alors si on poursuit après ce taux de scolarisation, on peut regarder aussi des questions d'orientation. Ça, c'est des données dont on dispose maintenant via le CGET, des données de l'éducation. On a beaucoup de mal à obtenir des données de l'éducation nationale, hein, c'est vraiment très très compliqué, donc on essaie de piocher les quelques données à notre disposition. On a celle-là sur que font les élèves 2 ans après la troisième. 2 ans après la troisième pour les élèves qui avaient un collège qui était en QPV ou qui était à moins de 300 mètres d'un QPV. Hein, c'est ce que prend en compte l'éducation nationale. Ben là encore, de très gros écarts, on peut comparer la moyenne des QPV à la moyenne de Strasbourg. En QPV, on a l'orientation vers la première générale touche que 22% des élèves, quand c'est 56% en moyenne Strasbourg, donc là encore des écarts vraiment très 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 forts. Et ensuite une progression beaucoup plus forte pour ce qui est d'orientation de type première technologique ou professionnelle. Virginie, n'hésite pas du tout hein, s'il y a quoi que ce soit. Donc après cette orientation, on arrive à un niveau de diplôme. Et là encore, on repère des écarts très très importants. Là, je n'ai pas genré hein, cet indicateur-là. Je peux pas. Ouf. Je vais prendre 2 chiffres extrêmes. Hein. En QPV, si on prend les 18-29 ans, 36%... Oui. Donc QPV, quartier politique de la ville. Merci Virginie. Les nouvelles US. Oui, pardon. J'ai pas compris que c'était une blague. Donc, sachant que, voilà, un pauvre sur... Voilà, on dit souvent les QPV, mais il y a quand même toute une partie de pauvres qui n'est pas en QPV. Hein, pas toujours axé sur les QPV. Donc, 36% des gens qui habitent, des jeunes de 18-29 ans qui habitent en QPV n'ont pas de diplôme. Hein. Pour ceux qui ne sont plus à l'école, c'est 36%, alors que c'est seulement 12% quand on est hors QPV. À l'inverse, les jeunes qui sont diplômés du supérieur ne sont que, entre guillemets, 20% au sein des QPV sur cette tranche d'âge, quand ils sont 56% hors QPV. Donc là encore, des écarts. J'ai essayé de trouver des choses positives, mais malheureusement, les écarts sont tels que ma présentation va être un petit peu sur cette tonalité. Voilà. Alors, ce qui est intéressant également en termes de public qu'on souhaite accompagner, c'est notamment celui-là, c'est les jeunes qui sortent précocement du système scolaire. Donc, on peut le calculer en se disant les 18-24 ans, hein, qui n'ont pas de diplôme et qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement. Donc, si on prend les femmes, par exemple, hein, et ces femmes de 18-24 ans représentent 20% dans les QPV, donc 20% des 18-24 ans qui n'ont pas de diplôme et qui en même temps ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement. Et alors quand j'ai fait la carte, j'étais un peu... Je connaissais la structure de la carte, mais j'étais surpris par la concentration quand même de ces jeunes sortis précoces dans des quartiers comme le Neuhof, même si je sais depuis toujours que le Neuhof présente des difficultés, mais là, sur cette carte-là, par rapport à d'autres, on voit encore plus, je trouve, la concentration de ces jeunes sortis précocement dans le Neuhof. Alors, il y a d'autres choses intéressantes à regarder, hein, pour ceux qui connaissent finement le territoire strasbourgeois. Il y en a un nombre important dans la cité Rotterdam, et beaucoup plus faible dans la cité Spar, alors que Spar est en QPV et pas Rotterdam. Donc là encore, quelques indicateurs aussi pour ne pas s'arrêter absolument à cette géographie prioritaire, mais regarder aussi de façon un peu plus complexe les choses, hein, des concentrations importantes également dans des petits quartiers comme Ampère, comme le Port du Rhin, où la part de ces jeunes sorties précoces est très importante.
l'Elzo, des secteurs de montagne verte, notamment le Molkenbraun, le Auberg, Haute-Pierre, voilà, et évidemment très très peu au centre-ville. Hein. Donc là on est vraiment dans des problématiques, là vraiment pour le coup qui touchent avant tout les quartiers politiques de la ville. Alors, autre donnée dont on dispose et qui est assez intéressante à l'échelle des collèges, j'aime bien celle de gauche, c'est les données, l'éducation nationale classe les parents des enfants en 4 catégories à travers les catégories socio-professionnelles. Et ce qu'ils appellent les favorisés A correspondent aux cadres. Et les cadres, quand on regarde cette petite couronne bleue, on voit que dans les collèges, donc là c'est les collèges de l'Eurométropole, les collèges publics, quand on regarde la part des enfants qui a un parent cadre, on voit que dans les collèges en bleu, ça va de 0 à 6% maximum. Et les collèges comme Solignac, où avec les données 2016, c'est 0%. Hein, donc 0% des enfants ont un parent cadre. Alors que, avec le travail qui a été fait depuis des années sur la rénovation urbaine, on le voit, quand on regarde les chiffres, on sait que il y avait 0% de cadres il y a quelques années, maintenant il y en a 5 ou 6%. Il y avait 5% de professions intermédiaires dans des secteurs de néopsité, maintenant on est à 15%. Donc il y a une diversification sociale par le haut de ce territoire, mais qui ne se retrouve pas dans le collège. Donc c'est tout le pari de suivre comment coévolue un petit peu la diversification sociale des quartiers, et comment cette diversification sociale se retrouve dans le collège, comment ça coévolue, et si ça évolue pas de la même manière, là on rate quelque chose. On doit travailler davantage sur l'attractivité des quartiers, sur l'image des établissements, sur plein de choses pour qu'on retrouve cette diversité sociale dans les collèges. Rien que le taux de réussite du brevet le montre, hein, je ne veux pas stigmatiser Solignac, mais là encore on est à 50% quand la moyenne sur l'agglomération est supérieure à 80%. Donc on a encore là des problématiques de réussite scolaire. Alors si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde ces jeunes une fois qu'ils sont sortis de l'école, quels sont les emplois et le niveau d'activité de ces jeunes, avec quelques petites courbes. En rouge, par exemple, ça va être le taux de chômage. En pointillé, j'ai mis les données qui sont en quartier politique de la ville. Donc on voit que à toutes les tranches d'âge, le taux de chômage est bien supérieur dans les QPV. Hein. Si on prend, par exemple, pour les 29 ans, on va être autour d'un peu moins de 20% hors QPV et on va atteindre 38% en QPV. Donc encore des très gros efforts. Le taux d'emploi aussi, qui est le nombre d'actifs qui occupent un emploi sur l'ensemble de la tranche d'âge. Là, on voit une forte progression du taux d'emploi hors QPV, quand en QPV, le taux d'emploi a tendance à se stabiliser ensuite à partir de 24 ans. Alors, pour avoir un petit indicateur genré, j'ai regardé en QPV la part des gens de la tranche d'âge qui ont vraiment un emploi. Pour les 25-29 ans. Juste les 25-29 ans, 54% des hommes ont un emploi. Sur l'ensemble des hommes de 25-29 ans dans les QPV, c'est seulement 47% pour les femmes. Alors on verra tout à l'heure qu'il y a plein de critères un peu sociaux, culturels, qui font notamment la parentalité précoce. Il y aura une petite dia là-dessus qui peut permettre d'expliquer aussi ces écarts entre hommes et femmes, et notamment dans les quartiers politiques de la ville. Alors ce chômage, on peut aussi le localiser et voir que ce chômage des jeunes, on a une donnée INSEE sur les 15-24 ans, il atteint jusqu'à 47% dans certains secteurs du NEOF et au plus bas, quelques pourcents dans le centre-ville, Orangerie ou Robertso. Donc là encore des écarts qui sont... Le port du Rhin aussi, hein, c'est le port du Rhin, je parlais du NEOF, mais c'est le port du Rhin qui a les taux de chômage des jeunes le plus élevé avec 47% des 15-24 ans. Au port du Rhin. Donc c'est un petit quartier, mais qui présente des signes de précarité qui sont très forts. Autre donnée qu'on peut mobiliser, c'est les jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. C'est souvent quand on fait des portraits sociaux dans les territoires, c'est souvent l'indicateur qu'on nous demande, ça, puisque ça donne une couleur d'un public que l'on souhaite accompagner. Donc là, si je prends l'écart entre les femmes, par exemple, il y a 20 points d'écart. On va avoir en QPV 60% des femmes de 16-24 ans, par exemple, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, donc ni inscrits à un établissement d'enseignement. Alors, une fois qu'ils travaillent, ces jeunes, là j'étais un peu étonné, mais bon, en fait, en n'y réfléchissant pas tant que ça, si on prend les 18-29 ans et qu'on regarde les conditions d'emploi des jeunes,
Eh bien, que l'on soit en QPV ou hors QPV, les conditions d'emploi sont assez proches. C'est-à-dire qu'on aura la même proportion qui sera en CDD, la même proportion qui sera en CDI, un peu plus d'intérim en QPV et un peu moins de salariés qui sont indépendants. Un peu plus d'emplois aidés, mais sinon, quand on regarde les CDI et les autres emplois à durée limitée, c'est à peu près pareil. Là où les choses vont changer, ça va être dans les qualifications de ces personnes. Ça va être plutôt dans CSP. On avait vu tout à l'heure les écarts de diplôme. Bah, ces écarts de diplôme, on les retrouve dans les catégories socio-professionnelles avec, si on prend les 18-29 ans, seulement, entre guillemets, 8% de cadres et professions intellectuelles supérieures, quand c'est 26% en dehors des QPV. Et à l'autre extrême, pour les ouvriers, on va avoir 11% d'ouvriers sur cette tranche d'âge-là hors QPV, quand ça atteint jusqu'à 28% en QPV. Donc on retrouve ces explications. Alors, un emploi avec des CSP un peu plus faibles, des emplois un peu moins qualifiés, ce qui fait qu'à la fin, on peut essayer d'approcher la question du revenu. Alors, on n'a pas beaucoup de données sur des tranches d'âge, sur le revenu fine. On peut simplement regarder par grande tranche d'âge, c'est le graphique de gauche, en orange. On voit que sur la tranche d'âge des moins de 30 ans, et qu'on regarde les taux de pauvreté par tranche d'âge, c'est sur cette tranche d'âge les plus jeunes que le taux de pauvreté est le plus élevé. Le taux de pauvreté, ça va être la part des ménages ou des personnes qui a un revenu inférieur de 60% au revenu médian national. C'est la part de ces ménages-là. Un ménage sur 3 qui a moins de 30 ans est un ménage pauvre. C'est 8% pour les 75 ans et plus, par exemple. Le revenu, d'une manière générale, augmente avec l'âge, mais les plus jeunes ont le taux de pauvreté le plus élevé. Pas si éloigné des 40-49 d'ailleurs, qui est de 30%, mais c'est quand même le plus élevé. Alors Simon montrait ce graphique là, de droite que j'ai rajouté, je le trouvais très très intéressant. Alors il n'est pas strasbourgeois, parce que ces données-là, on n'en dispose pas au niveau local. C'est un travail à partir des données INSEE, mais national, qui permet d'aller un petit peu plus loin. Je vous lis, ce graphique représente le revenu médian en euros constants 2016. Par classe d'âge, en France métropolitaine, les étudiants ne sont pas inclus. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que, à partir notamment de la crise de 2011, la crise financière en Europe, on va avoir une baisse du revenu des 18-29 ans, et que là, en jaune, on le voit, la courbe, vous le voyez, la courbe stagne, et du coup, l'écart entre les plus âgés et les plus jeunes en termes de revenus progresse fortement. C'est-à-dire que là, il y a une stagnation du revenu des plus jeunes, qui pose question aussi pour leur intégration dans la société. Ces écarts se creusent. On a vu qu'il y avait des forts écarts entre territoires, mais aussi des forts écarts entre tranches d'âge. Merci Simon pour ce graphique. Alors tout ça, on le livre au débat aussi pour les ateliers de cet après-midi. Là encore, je n'ai pas tous les éléments d'interprétation. Un chiffre qui me semblait intéressant aussi, quelques chiffres, c'est sur la question de l'autonomie dans le logement. Alors autonomie au sens... ça ne veut pas dire qu'on est autonome financièrement, là c'est une autonomie en termes de logement. Est-ce que j'habite chez mes parents, chez deux parents, un parent, ou est-ce que je suis plus chez mes parents, c'est-à-dire est-ce que je vis seul, est-ce que j'ai construit ma propre famille, ou est-ce que je suis colocataire? C'est un peu les grandes catégories. Le tableau d'en haut c'est hors QPV, le tableau d'en bas c'est QPV. Quelques chiffres. Si je prends les personnes par exemple qui vivent seules par exemple. Si on regarde les gens qui vivent seuls, eh ben on voit que hors QPV, il y a beaucoup plus de jeunes sur les tranches d'âge de 18 à 29 qui vivent seuls par rapport aux personnes dans les territoires prioritaires. Alors c'est aussi, comme je le disais tout au début, c'est aussi lié à la forte présence des étudiants dans la ville de Strasbourg, mais quand même, voilà, si on compare une tranche d'âge, on se rend compte que ce soit au QPV ou pas QPV, ça peut varier. De la même manière, sur la part des jeunes qui est autonome et qui construit sa propre famille, qui se met en couple, qui fait des enfants. Là encore, la part des ménages autonomes avec sa propre famille en QPV est nettement plus élevée. Pour les 25-29, par exemple, 56 contre 44 hors QPV. Alors ça peut aussi s'expliquer par des logiques de flux, c'est-à-dire que les quartiers politiques de la ville, on le sait, ont des typologies de logements, de grands logements. C'est aussi des quartiers qui vont attirer les familles. Donc ces familles-là, il y a des familles qui peuvent aussi aller prendre un logement en QPV parce qu'ils vont trouver un logement accessible financièrement, d'une taille qui leur convient,
Donc, ça peut aussi expliquer cette part de construction de famille plus jeune dans ces territoires. On pourrait noter également, si on regarde les chiffres en bleu, si on regarde la part des jeunes qui vivent chez un parent, du coup on a le taux d'enfants qui vivent dans des familles monoparentales, ce qui peut atteindre en QPV jusqu'à 30% pour les 18-20 ans par exemple, quand on n'est qu'à 8,5% hors QPV. Donc là encore un rapport, je dirais, à l'autonomie dans le logement qui varie également fortement. Alors il varie aussi selon le genre, et selon le sexe, et ça c'est intéressant. On va voir ici en orange la part des hommes, et en vert les femmes, et en pointillé toujours les QPV. Merci Philippe. Qu'est-ce qu'on voit là sur ce graphique-là? On voit que quand on est hors QPV, la part des jeunes qui vivent chez leurs parents chute assez rapidement. Les 18-20 ans, ils sont plus très nombreux à vivre chez leurs parents. Alors qu'en QPV, ça chute beaucoup plus longtemps, beaucoup moins rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la différence homme-femme pour le coup là. On voit que les femmes quittent le logement du parent beaucoup plus tôt que l'homme, notamment parce qu'elles vont plutôt aller créer leur famille, alors que le mec va peut-être davantage faire son tanguy un peu à la maison. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ces données-là, ça te permet de boire un coup. C'est que ça serait intéressant aussi de croiser avec d'autres données, par exemple, qu'ont les missions locales, et qui permet d'appréhender les trajectoires des jeunes dans une dimension plus longitudinale, parce que ça c'est une photographie à un moment donné, et si on regarde les parcours des jeunes, on s'aperçoit qu'ils partent, puis ils peuvent revenir, et le versant à la fois positif, mais qui peut avoir des impacts négatifs, c'est qu'il existe une véritable solidarité familiale qui permet de protéger et d'accompagner les jeunes aussi, de soutenir en tout cas l'autonomie des jeunes. Mais ce qui est particulier dans les quartiers notamment précarisés, c'est que cette solidarité familiale et la précarité des jeunes peut ensuite, quand il y a un retour dans la famille, entraîner aussi une précarité de la famille. Je ne sais pas si je suis bien claire. Donc à la fois cette solidarité, elle peut jouer comme un support, un soutien, mais elle peut aussi, dans une spirale, entraîner la famille dans plus de précarité. Donc ça serait intéressant de rajouter cette vision un peu de trajectoire dans le parcours des jeunes pour voir quels sont ceux qui habitent chez leurs parents, qui n'y habitent plus et qui reviennent, pour voir quel impact ça a sur les familles et sur les quartiers. C'est vrai que cette question de la proximité, du besoin de proximité, des solidarités familiales, ça revient souvent. Ça. Il y a eu une enquête avec un chercheur, là aussi M. Ramadier, sur la décohabitation des jeunes dans les quartiers. Ça ressortait, même si c'était un faible échantillon. Et cette question de proximité revient souvent. Et ça va un peu à l'encontre aussi de certaines logiques d'État qui dit voilà, il faut disperser la pauvreté, les attributions de logements sociaux, il faut une attribution sur 4, il faut que ce soit un pauvre hors QPV. Voilà, c'est des logiques très très rationalistes comme ça. Et en face, on a aussi des besoins de solidarité, de proximité. Beaucoup de jeunes souhaitent rester dans leur quartier, avoir une ascension résidentielle, un logement, mais aussi pas toujours, souvent en proximité. Pour terminer, c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. Ouais, c'est le mot de proximité, moi, ça m'a... Mais j'ai bientôt fini, je suis un peu fatigué, voilà. Le dernier graphique qui me semble vraiment important, c'est la question de la parentalité précoce. Et ce graphique le montre bien, si on prend la part des jeunes par âge, sur cette tranche d'âge-là, de 18 à 29 ans, qui a au moins un enfant, on voit très bien là une différence forte, QPV, pas QPV. On voit que vraiment en QPV, la part des femmes qui ont au moins un enfant, dès 22, 23, 24 ans, quand ça stagne hors QPV et que ça met du temps à partir, ça part beaucoup plus tôt dans les QPV. Donc ça rejoint aussi cette question de tout à l'heure de la création des familles qui se fait un petit peu plus tôt. Beaucoup de choses aussi s'expliquent à travers cette parentalité précoce chez les femmes. Et pour terminer, c'est le dernier graphique, on a aussi une donnée qui nous permet de savoir, selon le type de cohabitation des jeunes, quel est le type de logement dans lequel ils habitent. Donc un jeune qui va vivre seul, il va être à 60% dans des locatifs privés, à 37% dans des locatifs meublés. Ça ne va pas du tout être le même profil, par exemple, qu'un adulte d'une famille monoparentale qui va lui davantage être locataire du parc social beaucoup plus fortement. Donc c'est aussi des données qu'on peut prendre en compte pour caractériser le logement. Ce qui serait intéressant pour aller plus loin aussi, ce serait de faire un petit zoom sur le logement social chez les jeunes.
quels jeunes demandent du logement social, qu'est-ce qu'ils représentent dans la demande du logement social, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils représentent dans les attributions, quels sont leurs motifs de recherche d'un logement social. Donc on a aussi ces données si on souhaite creuser un peu plus finement la question des jeunes et du logement social. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose aussi à creuser. Juste par rapport à la diapo précédente sur les parentalités précoces, bien souvent un ensemble de représentations ont trait à ces parentalités précoces. Justement, pourquoi ces jeunes femmes ont des enfants en attribuant des responsabilités aux jeunes femmes. Ce qu'il faut considérer aussi, c'est que dans le parcours de ces jeunes femmes, la société aujourd'hui ne leur propose pas d'autres possibilités, pas d'autre intégration dans la société que celui-là. Et pour, en tout cas, une part importante d'entre elles, le fait d'être maman, de devenir maman, même si c'est très jeune, 16 ans, etc., c'est une manière aussi de se positionner, d'avoir un rôle social dans la société. Donc, c'est pour vous inviter là aussi à essayer de voir un peu de la complexité dans certains éléments. Et peut-être par rapport à ce que vous avez dit, je ne sais pas, parmi les participants, il y a peut-être l'URAGE, l'Union nationale des réseaux Habitat Jeunes, qui peuvent aussi donner des informations sur ces questions-là. Oui, je crois que au-delà de cette présentation, l'idée c'est qu'on construise un peu, voilà, un petit socle de connaissances, qu'on puisse mettre à jour, où les acteurs puissent retrouver les quelques indicateurs dont ils auraient besoin, un peu mis à jour. Hein. Donc là, on est vraiment là pour ça. Si vous avez des besoins, c'est aussi aujourd'hui que vous pouvez les exprimer au cours de la matinée ou entre midi et 2. Soit en parlant ou en allant l'écrire sur l'affiche, mais vraiment l'idée c'est voilà, que ce soit aujourd'hui un temps d'échange qui permette d'aller plus loin et que ce ne soit pas simplement des présentations comme ça un peu magistrales, mais que la prochaine fois je présente des choses qu'on ait déjà réfléchi ensemble, que les gens se soient appropriés, et puis voilà, donc c'est tout le pari de ce projet de développer la connaissance du territoire ensemble. Je vous remercie. Si vous avez des questions, évidemment, hein, n'hésitez pas.